2018, Rome, chantier de restauration du temple de Jupiter. Consacré en 509 avant notre ère, ce monument est l'un des plus anciens lieux de culte du monde encore en activité. Bientôt, les habitants de l'Italie pourront revenir y prier leur grand dieu, Jupiter. À la mort de Jules César, personne n'a été capable de mener à bien les réformes nécessaires pour faire de la République romaine un empire. Privée de son formidable pouvoir de rayonnement, la religion chrétienne est restée confinée au Moyen-Orient et n'a pas réussi à s'imposer. Aujourd'hui, le culte jupitérien est la religion officielle de l'Italie. Jupiter Optimus Maximus est prié par plus de 100 millions de croyants. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. En 45 avant Jésus-Christ, un petit grain de sable va permettre à Auguste d'accéder au pouvoir et de transformer la République en empire. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en influencer le cours. De la naissance d'un grand empire millénaire à la fin d'une civilisation florissante, du génie créatif d'une poignée d'hommes à une révolution culturelle planétaire. Des visions totalitaristes les plus sombres aux grandes guerres les plus effroyables, de la résistance héroïque d'un peuple entier à la volonté sans faille d'une minorité. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. « 11 janvier de l'an 49 avant notre ère, à la tête de la 13e Légion, César pénètre illégalement en Italie, puis marche sur Rome. 5 ans plus tard, le testament du défunt Jules César désigne un certain Octave, son petit-neveu, comme son héritier légitime. 2 septembre 31 avant notre ère, la flotte de guerre d'Octave vint celle de Marc-Antoine lors de la bataille navale d'Actium. Ces 3 événements, intimement liés, sont des moments clés de la fin de la République et marquent l'avènement de l'Empire romain. « 27 septembre de l'an 52 avant Jésus-Christ. La nuit a été longue. Hier, les armées gauloises se sont jetées sur le camp retranché romain. In extremis, les légions de Jules César les ont repoussées. Aujourd'hui, le proconsul romain attend la reddition de leur chef, Vercingétorix. La République romaine est en passe de soumettre la Gaule entière. Que de chemin parcouru par Rome, qui n'a aujourd'hui plus rien de la petite ville fondée par le légendaire Romulus 700 ans plus tôt. Par la force des armes, elle a d'abord conquis toute l'Italie, puis elle a été entraînée dans de nouvelles guerres de conquête par des généraux ambitieux. Après sa victoire sur sa grande rivale, la cité de Carthage, la Macédoine, la Grèce, l'Asie mineure et la Syrie sont à leur tour devenues des provinces romaines. Les victoires à répétition ont couvert d'or les généraux victorieux et peuplé Rome d'esclaves. Mais on ne dirige pas un empire comme on gouverne une ville, et la République semble dépassée par la réussite fulgurante de ses légions. Cette formidable expansion a bouleversé l'équilibre de la cité-État primitive. L'administration des nouvelles provinces, parfois distantes de milliers de kilomètres, est complexe et met à mal la vieille organisation républicaine. Car ces institutions n'ont presque pas évolué depuis ses origines. La réalité du pouvoir est toujours entre les mains d'une poignée de grandes familles aristocratiques qui emploient leur fortune à se rallier des partisans. Plus une famille compte de partisans, plus elle a de l'influence et plus elle a de poids dans les décisions politiques et militaires. C'est le système des clientèles. Mais au 1er siècle avant Jésus-Christ, cet équilibre des forces est en pleine mutation. L'économie est bouleversée. Les inégalités gagnent du terrain. Le mécontentement populaire dégénère en de violentes révoltes. La République vit dans une ambiance quasi permanente de guerre civile. Pour des hommes ambitieux et charismatiques, c'est l'opportunité de s'affranchir de la mainmise des grandes familles aristocratiques et de gravir les marches du pouvoir.
Le peuple de Rome semble maintenant prêt à suivre celui qui lui promettra la paix civile, la stabilité et l'ordre. Un homme comme Jules César. En 58 avant notre ère, alors proconsul, il obtient un commandement militaire hors d'Italie, aux portes de la Gaule. Une excellente occasion de se tailler le prestige militaire qui lui manque et d'accumuler un formidable trésor de guerre. En moins de 8 ans, César soumet les nombreuses tribus gauloises, écrase le soulèvement de Vercingétorix et impose la loi romaine à la Gaule tout entière. À Rome, ce général ambitieux commence à inquiéter. Aussitôt la guerre terminée et arrivé à la fin de son mandat, il est sommé par le Sénat de rendre ses légions et de revenir à Rome comme simple citoyen. S'il obéit, il risque d'être écarté de la scène politique. S'il refuse, il se place lui-même hors la loi. Le 11 janvier de l'an 49 avant notre ère, il fait face au Rubicon. Cette rivière marque une frontière symbolique. Au-delà, la terre sacrée de l'Italie. Aucun général n'a le droit de la franchir sans avoir laissé ses armées derrière lui. César fait face à son destin. Il choisit l'illégalité et marche sur Rome à la tête de ses légions. Le sort en est jeté. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, y sont mémorisés et interconnectés. Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. En latin, res publica signifie la chose publique. Elle ne renvoie donc pas forcément à un système démocratique. Et effectivement, Rome est dirigée par une classe aristocratique restreinte. Il s'agit donc d'une oligarchie. Pour les Romains, le terme libertas, pour liberté, résumait bien mieux leur système de gouvernement. Dans l'âme de la République, la libertas est incarnée par l'union du Sénat et de l'ensemble des citoyens, résumée par la formule Senatus Populusque Romanus, le célèbre SPQR. Les sénateurs sont choisis en fonction de leur prestige et de leur dignité. Ils sont considérés comme les gardiens des coutumes ancestrales. Ils promulguent les lois et gèrent le domaine financier. Les représentants du peuple, eux, élisent les magistrats chargés du pouvoir exécutif. Ces hauts fonctionnaires sont dotés de pouvoirs spécifiques pour une durée déterminée. Les plus importants d'entre eux, les consuls, sont investis de l'imperium, le pouvoir de commandement à la fois civil et militaire. Mais comme tous les magistrats, les consuls doivent se défaire de leur pouvoir une fois leur mandat arrivé à échéance. S'ils refusent de s'y soustraire, ils sont condamnés par le Sénat, seul garant de la légitimité. C'est le choix de César. Il se place alors en situation d'illégalité et devient de fait ennemi de la République. Pour César, c'est l'heure de vérité. Après avoir pourchassé les armées républicaines à travers toute la Méditerranée, c'est ici, sur ces pentes d'Espagne, que tout se joue. Le 17 mars 45 avant notre ère, à Munda, Jules César vainc l'armée républicaine et met fin à une terrible guerre civile. Césariens contre républicains, légion contre légion. Il a gagné son pari et rentre à Rome en vainqueur, se proclamant le véritable défenseur de la République. Mais rien n'est encore joué. Il lui faut maintenant légitimer son pouvoir. Sans jamais enfreindre la loi, il va rechercher les moindres failles et les exploiter à son avantage. En 49, il s'était déjà fait nommer dictateur. Cette magistrature dotée de pouvoirs exceptionnels est normalement faite pour faire face aux situations d'urgence. D'une durée légale de 6 mois maximum,
César fait simplement rendre la sienne perpétuelle. Mais il ne s'arrête pas là. Il obtient aussi le droit de nommer les autres magistrats, les gouverneurs, les consuls et les tribuns, et bien sûr le commandement de l'armée. César cumule tous les pouvoirs et écrase la vie politique de sa présence. Il commande à des dizaines de milliers de légionnaires vétérans entièrement dévoués à leur général, nomme ses proches aux postes clés, a l'amour et le respect du peuple et surtout possède une fortune colossale. Le Sénat, sous contrôle, ne peut que constater la situation. Pour les anciennes familles sénatoriales détentrices du pouvoir depuis l'aube de Rome, César est un véritable danger. Dans les cercles restreints de l'aristocratie romaine, certains commencent à parler d'assassinat. En ce jour de mars de l'an 44 avant notre ère, alors que César se rend à la Curie où siège le Sénat, le maître de Rome est au zénith de son pouvoir. César semble invincible. Rome ne s'est pas faite en un jour. D'abord une monarchie, elle est devenue une véritable république lors de l'éviction de son dernier roi, Tarquin le Superbe. Le peuple romain en a gardé un souvenir très traumatisant, presque mythique, et un rejet profond de toute royauté. Très attaché à la notion de libertas, il s'est trouvé de nouveaux héros, à l'image de Lucius Cincinnatus, ce citoyen que l'on serait venu chercher dans son champ pour prendre la tête des armées et sauver la patrie d'un grand péril. Doté des pouvoirs extraordinaires et quasi illimités de la dictature, il aurait vaincu les ennemis de Rome, puis aurait remis ses pouvoirs au Sénat et serait retourné labourer son champ comme simple citoyen. Au fil des siècles, il est devenu un modèle de vertu et d'humilité semi-légendaire, un exemple de dévouement au bien public. Nombre d'hommes politiques romains s'en réclameront. Mais César, lui, fait précisément l'inverse. Il devient ennemi de la République en marchant sur Rome, puis soumet le Sénat et confisque le pouvoir pour son propre compte. Pour beaucoup, c'est le spectre de Tarquin le Superbe et de la monarchie qui plane de nouveau sur leur chère République. 23 coups de poignard. César gît sur le sol de la Curie, assassiné en plein Sénat par une vingtaine de conjurés. Tous les autres sénateurs ont fui, de peur d'être soupçonnés de complicité. Chez les conspirateurs, c'est le flottement. Ils hésitent à se débarrasser de la dépouille dans le Tibre, puis abandonnent l'idée. Étonnamment, personne ne semble avoir prévu quoi faire une fois le dictateur éliminé. Marc-Antoine, loyal lieutenant de César et vétéran de toutes ses campagnes, saisit l'opportunité. À l'occasion des funérailles, lors d'un éloge funèbre émouvant, il parvient à galvaniser la foule. Les rues de Rome grondent bientôt de la colère de ses habitants, fous de rage et ivres de vengeance. Les assassins de César se voient contraints de fuir la ville. Marc-Antoine a désormais le champ libre et se pose habilement en successeur de César. Mais le dirigeant assassiné avait rédigé un testament. Dans ce document rigoureusement légal, il dit adopter son petit-neveu, Caius Octavius, et lui léguer sa fortune. Un jeune homme méconnu de 18 ans devient ainsi l'héritier du prestigieux nom de César. À Marc-Antoine, le prestige militaire et les faveurs du peuple. À Octave, le nom et la fortune de César. Sur le papier, tout du moins. Car le jeune Octave est, dans les faits, privé d'accès à son héritage par Marc-Antoine. Entre les deux successeurs, le conflit est inévitable. Pendant ce temps, les assassins de César en profitent pour lever une grande armée en Orient au nom de la République. Devant le danger, Octave et Marc-Antoine sont contraints d'enterrer leur désaccord et scellent un pacte d'alliance. Rome retombe dans la guerre civile. Lors de la terrible bataille de Philippès, en 42 avant notre ère, Marc-Antoine fait la démonstration qu'il est bien le digne héritier de César en matière de tactique militaire.
Une fois de plus, les républicains sont anéantis et les assassins de César contraints au suicide. 2 ans plus tard, à Rome, l'ovation commune de Marc-Antoine et d'Octave donne l'illusion d'une entente entre les 2 hommes. Bien sûr, il n'en est rien. Un accord commun a donné l'Orient à Marc-Antoine, qui mène une vie royale aux côtés de la reine Cléopâtre. Octave, maître de l'Occident, met alors en place une véritable campagne de diffamation pour détruire l'image publique de son rival. Marc-Antoine aurait renié son épouse légitime au profit de la belle égyptienne. Ensorcelé, le général affaibli par les charmes d'Orient aurait abandonné Rome et se comporterait en monarque. Octave lit devant un Sénat horrifié le testament de Marc-Antoine dont il s'est emparé illégalement. L'Occident tout entier se range derrière lui. Mais prudent, il ne s'en prend pas ouvertement à l'ancien lieutenant de César. Il se pose en bouclier de Rome et déclare la guerre à la seule Cléopâtre. Les hostilités reprennent. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. César, dans son testament, décide d'adopter son petit-neveu et de lui léguer son nom, son prestige et sa fortune. Le dictateur a certainement décelé en Octave la compétence et l'intelligence nécessaires pour prendre sa relève. Sans ce testament, Marc-Antoine, qui bénéficiait déjà d'un très fort soutien populaire, n'aurait pas eu de rival sérieux. Mais tout aussi brillant qu'il fût, la République ne serait probablement jamais devenue un empire sous son autorité. Elle aurait peut-être même stagné, puis décliné. Or, l'Empire n'a cessé de diffuser à très grande échelle sa culture gréco-latine, ses lois, mais aussi la religion chrétienne, qui est adoptée définitivement au IVe siècle. Dès lors, le christianisme est devenu la grande religion de l'Occident, au détriment des cultes païens polythéistes, aujourd'hui presque entièrement disparus. La religion chrétienne serait alors très probablement restée confinée au Moyen-Orient. Le monde occidental serait aujourd'hui encore profondément polythéiste. À Rome, on prierait Jupiter et Vénus au lieu de Jésus-Christ. 2 septembre 31 avant notre ère, Grèce occidentale, près de la ville d'Axium. Les 2 puissantes flottes s'affrontent dans un combat fratricide titanesque. Marc-Antoine et Cléopâtre font face au génie tactique d'Agrippa, le brillant général d'Octave. L'ultime grande bataille des guerres civiles. Au soir d'un affrontement indécis, la victoire finale semble échapper définitivement à Marc-Antoine, qui perd une grande part de sa flotte et de ses légions. 1 an plus tard, à Alexandrie, abandonné de tous, il ne lui reste plus que le suicide. La guerre est terminée. Octave a gagné. Il a ramené l'ordre et la paix civile dans la République, en proie aux troubles depuis 18 ans. Mais il sait qu'il peut encore tout perdre et finir comme son grand-oncle. Octave n'est pas César, prudent, il continue de porter sa cuirasse lors des séances du Sénat. Il sait que les Romains sont farouchement opposés à l'idée même de monarchie, et qu'en même temps, ils accepteraient qu'un homme fort reprenne le contrôle de l'État et en finisse avec le chaos des guerres civiles. Intelligemment, il rend ses pouvoirs extraordinaires au Sénat lors d'un discours éloquent, preuve évidente de son respect total pour les institutions républicaines et de son amour pour la sacro-sainte libertas. Pari gagné. Le Sénat, voyant en lui l'homme providentiel, le nouveau Cincinnatus, le conjure de continuer à servir la République et lui offre un impérium de 10 ans. Les sénateurs lui décernent même le titre d'Auguste, celui dont la parole est sacrée. Et c'est bien plus qu'un simple nom. Octave incarne désormais l'auctoritas, l'autorité morale qui fait de lui un être supérieur. Il devient le gardien de l'impérium, le premier parmi les citoyens, le princeps. Sous les ovations, Imperator Caesar Divi Filius Augustus devient le maître incontesté de Rome,
à la demande même du Sénat. Dans l'absolu, toutes les institutions sont conservées. Le peuple continue de voter, le Sénat de se rassembler, la République d'exister. Les anciennes magistratures sont soigneusement maintenues, elles sont simplement toutes sous l'autorité d'Auguste. Voilà comment, sans aucune proclamation officielle, s'est éteinte la République et est né l'Empire. Auguste vient de réussir un tour de force. Tout en se drapant dans son rôle de bouclier de la République, il parvient à la vider de son sens. S'il avait échoué dans sa tentative, l'histoire se serait souvenue de lui comme d'un tyran ou d'un usurpateur. On retrouve un cas similaire au tournant du XVIIe siècle dans le Japon médiéval. À cette époque, le pays est en proie depuis des décennies à de terribles guerres civiles. Ieyasu, du clan Tokugawa, entre en rébellion, officiellement pour défendre les intérêts de l'empereur, mais en réalité pour s'accaparer le pouvoir. Vainqueur in extremis à la bataille de Sekigahara, il devient shogun et installe sa dynastie au pouvoir. C'est le début d'une longue période de paix civile, l'ère Edo. Ieyasu et son clan tout entier sont passés très près de l'infamie. César comme Ieyasu ont joué leur destin sur des coups de dés. Auguste, lui, n'a rien laissé au hasard. Rome, 14e année de notre ère. Dans son palais, le vieil empereur de 75 ans vit ses dernières heures. Commencé dans la violence des guerres civiles, son long règne de 40 ans a assisté à l'explosion de l'art, des sciences et de l'architecture. La cité éternelle, capitale d'empire, a été en grande partie rebâtie et enrichie de nouveaux bâtiments prestigieux. Auguste a hérité d'une ville de briques, il l'a laissée de marbre. De nouvelles conquêtes ont repoussé les frontières de l'Empire. Ces légions, soumises à une discipline de fer et équipées du meilleur armement, ont connu de grandes victoires, mais aussi quelques défaites, comme celle de Teutobourg dans les lointaines et sombres forêts de Germanie. Auguste, après un début de règne marqué par la violence et la brutalité, s'est façonné une image d'empereur réfléchi, juste et équilibré. Sa devise, Festina lente, hâte-toi lentement, est révélatrice de son tempérament. Il a su s'entourer de personnes de valeur, comme le général Agrippa ou Mécène, devenu célèbre pour avoir consacré une grande partie de sa fortune à la promotion d'hommes de lettres. Malgré l'aversion profonde des Romains pour la monarchie, Auguste a même réussi à imposer progressivement l'idée d'un successeur. L'Empire semble dessiné pour vivre éternellement. Et de fait, son histoire ne fait que commencer. À son apogée, au IIe siècle, son territoire s'étendra sur 5 millions de kilomètres carrés, sur lesquels plus de 60 millions d'habitants vivront en paix sous la Pax Romana. 2 siècles plus tard, venant du nord de l'Europe, déferleront sur les frontières impériales des vagues de peuples barbares. Submergés par le nombre, rongés par la corruption, le déficit budgétaire et les conflits de succession, l'Empire vacillera. Mais ceci est une autre histoire. Auguste n'a jamais été empereur au sens où on l'entend aujourd'hui. Il s'est contenté de contrôler tous les postes clés, concentrant tous les pouvoirs. C'est comme si, dans nos démocraties actuelles, un homme seul était président à vie, nommait le Premier ministre, le directeur des finances et de la Banque centrale, le chef des armées, le premier secrétaire des syndicats et le principal responsable religieux. Habilement, Auguste a su offrir à Rome la sécurité et la stabilité en échange du pouvoir suprême. Le grand talent d'Auguste a été de savoir utiliser toutes les armes à sa disposition pour consolider son pouvoir. Guerre, action politique, mais aussi complot et manipulation d'opinion. Il s'est même souvent montré implacable, cruel et sans pitié. Mais, arrivé au pouvoir après des décennies de guerre civile, il n'a eu de cesse de rechercher la paix par tous les moyens. Il n'a pas simplement confisqué le pouvoir pour son propre compte.
il a aussi perpétuellement œuvré pour la grandeur de Rome, s'imposant à lui-même une grande rigueur morale et une discipline de vie austère. Il a offert au peuple de la Méditerranée la Pax Romana, un destin commun et un empire formidable, un empire millénaire, l'Empire romain. Extrémiste.